Quel secret cache l'épisode 8 de House of Dragon saison 3? C'est la question à laquelle je vous propose de répondre aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren et aujourd'hui on fait l'analyse détaillée pour la dernière fois de la saison, mais aussi le décryptage des références à l'univers du Trône de Fer dans cet épisode, mais aussi les différences à Feu et Sang dans cet épisode 8, et enfin une courte section spoiler dédiée aux lecteurs à la toute fin de la vidéo, je vous préviendrai, ne vous en faites pas. On a beaucoup de choses à dire et à évoquer aujourd'hui, alors c'est parti. Voici donc l'épisode final de la saison 3 de House of Dragon, intitulé « Les trahisons de Chûte-Bourg ». Celui-ci met en scène la bataille pour Chûte-Bourg et les différents revirements de situation qui s'y déroulent, mais aussi la transformation de Rhaenyra en une reine cruelle qu'elle refusait de devenir précédemment. L'épisode commence par Rhaenyra qui reçoit la nouvelle du retour d'Aegon et de son dragon Feu du Soleil, et c'est auprès de Daemon qu'elle vient en parler en premier, lui qui est en train de se préparer à combattre à Chûte-Bourg, justement. Une fois de plus, il lui explique ce qu'elle doit faire, à savoir utiliser le pouvoir absolu qui est en sa possession, le pouvoir des dragons qui lui donne une autorité divine sur Westeros selon lui, et pour la première fois depuis le début de la saison, Rhaenyra décide de le suivre. C'en est fini de la Rhaenyra qui veut bien faire, et surtout ne heurter personne. Elle demande donc à Daemon de poursuivre avec son attaque de Chûte-Bourg, qui vise à mettre un terme à la rébellion d'Ormund Hightower, mais à une condition, ne pas tuer d'innocents pour éviter qu'elle passe pour un monstre, et on verra tout à l'heure qu'elle n'a pas besoin de Daemon pour ça, même si Chûte-Bourg ne va pas spécialement se passer comme prévu non plus. À Port-Réal, on sent presque un compte à rebours qui est mis en place autour de Rhaenyra. Elle doit absolument faire son possible d'obtenir la légitimité et le soutien de tous avant qu'Aegon ne revienne prendre le trône, mais elle est toujours bloquée par ceux qui lui refusent ce qu'elle recherche depuis le début de la saison, et à la différence du début de la saison 3, justement, Rhaenyra n'acceptera plus qu'on lui refuse quoi que ce soit. C'est très présent dans cette scène avec Helaena, où la princesse refuse à nouveau de se nourrir, là où précédemment Rhaenyra aurait pu se montrer conciliante. Elle ordonne à ses gardes de forcer sa demi-sœur à manger, ce qui montre bien tout le chemin parcouru vers l'obscurité pour Rhaenyra, elle qui refusait de renier son cœur au début de la saison. Dans ce 8e épisode, Rhaenyra achève donc sa transformation en reine cruelle. C'est symbolisé par un changement de costume drastique pour Rhaenyra, qui laisse de côté ses robes pour une armure, une cotte de maille surmontée par la couronne de Viserys, le tout accompagné de 2 marques de maquillage rouge qui traversent ses paupières dans ce qui ressemble discrètement à des peintures de guerre. Rhaenyra a tout l'attirail d'une guerrière désormais, entre les plaques d'armure qui imitent des ailes de dragon et l'épée à sa ceinture, la reine ne se montre plus comme une reine paisible, mais assume désormais une poigne de fer. On le voit évidemment dans la séquence du Grand Septuaire, où Rhaenyra arrive en armes avec ses gardes et menace carrément les hommes de foi pour obtenir l'onction qui la légitimerait, et comme on l'avait vu dans l'épisode 3, le Grand Septon lui refuse à nouveau, ce qui ne surprendra personne, mais là où Rhaenyra avait reculé dans l'épisode 3, elle décide de mener à bien ses menaces et fait tuer le Grand Septon face à de nombreux témoins. C'est bien sûr un événement majeur pour la suite, car c'est comme si un souverain osait faire tuer le pape au sein du Vatican. Le garant de la foi des Sept, exécuté par une reine, ne sera sans doute pas un crime qui restera impuni par la suite. Notez d'ailleurs comment Rhaenyra pousse Aline de Karen à tuer le Grand Septon sur son ordre. Elle lui rappelle qu'il a le sang de l'antique Valyria dans les veines, et que le Grand Septuaire n'est rien de plus qu'une grande bâtisse sans intérêt pour les Valyriens. Autant de phrases que Rhaenyra tient directement de Daemon, qui la poussait à embrasser sa destinée divine tout au long de la saison. Cette destinée, Rhaenyra semble l'embrasser à fond, comme on peut le voir dans cette séquence où elle s'adresse au petit peuple. Elle évoque d'ailleurs le fait de marcher dans les pas de son père, en l'appelant Viserys le paisible, et pourtant, elle se présente désormais au peuple sous les atours d'une guerrière, ce qui est évidemment assez contradictoire. Dans cette nouvelle prise de parole, vous noterez que Rhaenyra ne promet rien à son peuple. Elle passe son temps à évoquer pourquoi elle est légitime pour tenir le trône. Elle s'autoproclame même Rhaenyra l'élue, ce qui n'est bien sûr jamais bon signe quand on doit soi-même se donner un surnom. C'est aussi présent dans le résumé qu'elle leur fait de la chanson de la glacée du feu, expliquant que seule elle, en tant que reine des dragons, peut défendre le royaume contre la menace au-delà du mur. C'est en cela qu'elle doit désormais éclairer la voie. Là, bien sûr, vous aurez noté qu'elle reprend à son compte la devise des Hightower et s'érige en tant que phare dans la nuit qui s'annonce, une obscurité dont elle est en partie responsable d'ailleurs, notamment avec le meurtre du Grand Septon, garant de la religion des Sept et de la transmission de leur lumière divine. Avant de mourir, il s'opposait à nouveau frontalement aux 6 dragons de Rhaenyra,
brandissant les 7 faces du dieu unique. Toujours au sujet de la chanson de la glace et du feu, notez que Rhaenyra la livre à son fils Joffrey Velaryon durant son trajet vers le Grand Septuaire, une scène qui est à mettre en parallèle avec la même scène dans l'épisode 4 de la saison 2, où elle faisait de même avec Jaehaerys, sauf que là, on remarquera à quel point le ton et les paroles de Rhaenyra sont froids. C'est sans doute parce qu'elle vient de voir les graffitis sur les murs, la reine des bâtards à nouveau, une nouvelle preuve de son impopularité dans les rues de Port-Réal, et on le voit d'ailleurs dans son discours face au peuple. Personne ne réagit, on n'entend ni applaudissements, ni huées, ni réaction à sa prise de parole, ce qui tranche avec son précédent discours dans l'épisode 3, et pour terminer, le fait que Rhaenyra finisse son discours en valyrien n'est pas anodin non plus. Ça remet Rhaenyra en perspective avec son héritage à elle, bien sûr, mais il serait erroné d'imaginer que qui que ce soit comprend ce qu'elle est en train de dire, hormis les nobles les plus érudits. Ici, Rhaenyra semble perdre à nouveau pied et parler comme si elle parlait à Daemon en réalité. Dans ce dernier moment, elle s'impose comme une reine presque étrangère à son propre peuple et lui parle dans une langue qu'il ne comprend pas, en évoquant des concepts qu'il ne saisit pas non plus. « Je suis la princesse qui fut promise », dit-elle en haut valyrien, et là encore, il est probable que le vrai prince ou la vraie princesse qui fut promis ne s'autoproclamerait pas de la sorte. Ça montre bien toute la faillite de la quête de Rhaenyra pour sa légitimité tout au long de la saison. Personne ne lui a donné, alors elle se la donne elle-même, comme Daemon le lui conseillait, sauf que ce n'est pas comme ça que ça marche, et le silence du peuple face à ce discours montre bien qu'elle a échoué dans son envie de devenir une reine populaire. Désormais, ce qu'elle veut, c'est rien de moins qu'être perçue comme une demi-déesse. On verra à quel point ce plan réussit ou pas par la suite. Avant de partir à Chutebourg, je voulais parler de Harrenhal, car on y trouve 2 scènes d'intérêt dans ce dernier épisode. La première, c'est la confirmation qu'Aemond a bien été sauvé par Alice Rivers, comme on s'en doutait, mais c'est surtout l'occasion pour Alice Rivers de nous donner beaucoup d'informations sur son passé. Elle évoque en effet une femme et son fils qui ont connu la prise de Harrenhal par Aegon et son dragon Balerion. Si elle a survécu, son fils a été gravement brûlé par le feu dragon, et la mère a alors tout tenté pour lui venir en aide, quitte à faire des pactes avec d'anciennes créatures magiques qu'on imagine être les hommes verts, qu'on a entrevues dans la saison 2 et la saison 3 d'ailleurs, mais rien n'y a fait, et la femme est désormais maudite, condamnée à rester à Harrenhal depuis des décennies. On comprend par la suite que c'est d'elle-même que parle Alice Rivers. Ici, la série décide de nous offrir beaucoup de contexte non canonique sur le personnage d'Alice Rivers, puisque rien de tout ceci n'est précisé dans les bouquins de George R. R. Martin à ce sujet. On peut donc se demander si Alice n'est pas tout simplement la dernière de la famille Chenu qui aurait survécu à la destruction de Harrenhal. En tout cas, le fait que sa vie ait tant été marquée par le décès de son fils peut nous indiquer pourquoi elle veut tant en donner un à Aemond, à moins que son intérêt soit plutôt de briser sa propre malédiction à l'aide de maléfices anciens dont Aemond serait la victime. Tout est désormais possible vu que la série fait sa propre histoire là-dessus. De même, House of Dragon décide d'ajouter une scène de retrouvailles endiablées entre Aemond et son frère Aegon dans le grand hall de Harrenhal. On voit que Sunfire est donc toujours capable de s'envoler, même s'il semble avoir eu des difficultés, mais c'est surtout l'attitude d'Aegon qui m'a marqué dans cet épisode. On le voit laisser libre cours à sa colère face à son frère, qu'il a tant voulu tuer depuis le début de la saison. Je l'ai dit dans mon analyse de l'épisode 7, mais Aegon est un homme changé par le retour de Sunfire, et il domine désormais son frère Aemond, qu'il considérait pourtant comme son supérieur en tout point précédemment dans la saison. Mais Aemond lui aussi est un homme changé par son séjour à Harrenhal. On le voit alors qu'il aurait sans doute tenu tête à Aegon dans une situation similaire durant la saison 2 ou au début de la saison 3. Aemond est plein de regrets et redevient ici un petit frère apeuré par son grand frère, peu importe s'il est le meilleur guerrier des deux, et cette attitude de soumission court-circuite complètement la colère d'Aegon, qui finit par donner son plan pour la suite de la série, retrouver Vhagar, aider Lost Hightower à Chutebourg, puis reprendre Port-Réal à Rhaenyra et la tuer. Ce ne sera qu'à ce moment-là qu'Aegon considérera peut-être pardonner son frère Aemond pour ce qu'il lui a fait. Voilà qui nous donne donc les motivations à la fois d'Aegon et de Aemond en saison 4. Il faut qu'on parle de Helaena avant d'aller à Chutebourg. En effet, c'est le dernier épisode de Helaena dans Two House of Dragon, et ça semble presque logique étant donné ce qu'on avait vu d'elle dans l'épisode 7. D'ailleurs, on la voit qui retrouve justement la jument grise de ses visions dans la cour du Donjon Rouge,
Et cette fois, la cour est loin d'être vide, il y a une grande activité avec plein de gens qui travaillent, ce qui donne un aspect plus renfermé à l'ensemble que ce qu'on avait vu dans sa vision. De même, vous noterez que la charrette que doit tirer la jument a déjà quelques affaires à l'intérieur, dont une cage dans laquelle sont enfermés des animaux, encore un renvoi à la captivité subie par Elena depuis le début de la saison. C'est évidemment très présent dans ce plan où Elena est sans doute dans la cour du Barral du Donjon Rouge, mais le cadre lui fait occuper quasiment tout l'espace à l'écran, ce qui rappelle une nouvelle fois que la princesse étouffe dans cette situation. Une fois dans sa chambre, on trouve à nouveau la fenêtre fermée et surtout la cage de son insecte qui est fermée. Lorsque Rhaenyra vient la voir pour lui demander de se nourrir, on voit surtout Elena s'affairer sur sa broderie, comme si plus rien d'autre ne comptait, comme si le fait d'achever sa broderie allait enfin lui permettre de se libérer. D'ailleurs, quand Rhaenyra arrive dans ses appartements pour constater sa mort, on peut voir que la broderie d'Elena s'achève par le dessin de sa propre mort, précipitée en bas des murs du Donjon Rouge. Son œuvre terminée, Elena a enfin pu se libérer de sa cage dans la mort. Notez également que la cage de son insecte est ouverte quand Rhaenyra arrive et que Elena est morte. Et lorsqu'on découvre que la princesse rêveuse est décédée, on a le seul plan d'Alicent de l'épisode 8. Elle est entourée d'une nuée de papillons bleus, insectes dont Elena a régulièrement parlé dans la série, et leur envol symbolise bien la libération d'Elena, je pense. Avec le décès de Elena, House of Dragon perd sans doute la Targaryen la plus pure et innocente de la série, ce qui montre bien aussi vers quels enfers la série va s'engager dans la suite et sa fin en saison 4. Avant de mourir, Elena donne tout de même 2 messages importants à Rhaenyra. Le premier est une métaphore que Rhaenyra ne comprend pas, mais qu'on va essayer de démêler ici. Elle explique qu'un scarabée doré, bleu et pourpre vit les étés à Port-Réal et se nourrit des déchets qu'on lui laisse. Déjà, je dois dire que les couleurs ne me semblent pas anodines, car elles renvoient toutes aux couleurs des dragons des vers, le doré pour Sunfire, le bleu pour Tessarion, et le pourpre pour le nouveau design de son cheveu qu'on a vu dans l'épisode 7. Mais cette histoire de scarabée qui ne paye pas de mine et qui se nourrit de ce qu'on lui laisse me fait aussi penser à une métaphore pour parler du peuple de Port-Réal, un insecte que les nobles ne considèrent que comme de la vermine et qui pourtant vit des miettes qu'on lui donne. Ça correspond bien au petit peuple, population que Rhaenyra décide de délaisser de plus en plus. Ce n'est donc pas très étonnant qu'elle ne comprenne pas où Elena voulait en venir. Le dernier message de Elena lègue à Rhaenyra sa fameuse broderie. La caméra s'attarde surtout sur l'image de Rhaenyra assise sur le trône, l'épée à la main, la couronne sur le crâne, et surtout des fils rouges un peu partout qui la traversent au niveau de la tête, des bras et du corps. Difficile de ne pas faire le rapprochement avec le sang que le trône de fer a tiré de Rhaenyra lorsqu'elle était assise lors de la 2e séance de doléances. Derrière le trône de fer, on voit des flammes, un dragon qui hurle et semble tomber vers sa mort, mais aussi des mains tendues presque en signe d'appel au secours. Le message est clair, le règne de Rhaenyra sera le feu et le sang personnifiés et apportera la mort aussi bien aux dragons qu'aux hommes. Il y a aussi une connotation historique supplémentaire à tout ça, car l'iconographie rappelle aussi comment Maegor le Cruel est mort. Maegor Ier a en effet été retrouvé mort assis sur le trône de fer. On ne sait pas exactement comment le Cruel Roi est mort dans la sorte, mais le fait que Rhaenyra ait achevé sa transition en une reine cruelle, alors qu'on lui annonçait justement qu'elle deviendrait la réincarnation de Maegor précédemment dans la saison, est parfaitement signifiant à mon sens. Et on rappelle l'expression consacrée pour parler de Rhaenyra dans Feu et Sang, c'est Maegor avec des loches, donc évidemment on est un petit peu dans cette idée-là dans la série aussi. D'ailleurs, Rhaenyra décide d'abandonner une de ses plus proches alliés dans cet épisode 8, car elle renvoie Mysaria et veut l'envoyer à Pentos, loin d'elle. La série n'explicite pas vraiment pourquoi ce revirement de situation, mais on peut imaginer que c'est parce que Rhaenyra choisit finalement Daemon, et ne souhaite pas qu'une personne qui a été aussi proche d'elle que Mysaria reste dans les parages. Raté, car Mysaria échappe très facilement, il faut le dire, à ses gardes et reste à Port-Réal. Elle est aussi témoin du discours de Rhaenyra face au peuple, ce qui va, à n'en pas douter, causer une réaction de Mysaria dans la saison 4, on l'imagine bien et j'en parlerai dans la section spoiler pour les lecteurs. J'ajoute sur Mysaria que j'ai été frappé par ce plan où on la voit se regarder dans un miroir et où on la reconnaît à peine, ce qui est sans doute un renvoi à ce que lui disait Sylvie dans l'épisode précédent au sujet du fait qu'elle ne peut plus défendre les opprimés car elle n'en est plus une. J'arrive donc enfin à Chutebourg, qui est donc réservé au final de cet épisode 8. Globalement, j'ai trouvé que la bataille était réussie, avec divers exemples de placements tactiques, aussi bien pour les Verts d'Ormund que pour les Noirs emmenés par Daemon.
Le titre de l'épisode évoque les trahisons de Chutebourg au pluriel. Il y a évidemment celle d'Ulf, dont on parlera tout à l'heure, mais aussi celle de Gwaine et de Daeron, qui essaient de proposer un marché à Daemon avec le soutien de Corlys Velaryon. Tout ça est évidemment vécu comme une trahison par Ormund. J'ajouterais d'ailleurs qu'on voit un peu trop peu Daeron dans cet épisode, malheureusement. Dans cette séquence, j'ai été frappé par le fait que c'est Corlys qui s'érige en voix de la paix face à un Daemon belliqueux au possible. À nouveau, Corlys montre bien qu'il est une main de la reine digne de ce nom, mais il est trop tard pour écouter les voix tempérées maintenant, car Daemon est enfin de nouveau dans son élément. La bataille l'appelle et il a hâte d'en découdre. C'est d'ailleurs très présent dans ce plan où on voit le feu se refléter dans ses yeux avant qu'il ne se jette au combat, de façon assez imprudente d'ailleurs. Je le disais, Ormund avait plusieurs tours dans son sac, et le plus choquant était d'utiliser des boucliers humains pour empêcher l'armée de Daemon d'attaquer, et pas n'importe quel bouclier d'ailleurs, des enfants par-dessus le marché. La série insiste d'ailleurs beaucoup sur les réactions de ces pauvres enfants, qui réclament de retourner auprès de leurs parents, ou bien qui surinent dessus, ou vomissent face à l'imminence de leur propre mort, mais on le verra par 2 fois, ça n'empêchera pas les Noirs d'attaquer. Roderick Dustin, par exemple, va même jusqu'à en tuer un de ses propres mains, tandis que Daemon va en brûler 2 avec la porte d'entrée de Chutebourg. Voilà qui devrait à nouveau poser de sérieuses questions sur Rhaenyra dans la saison 4, elle qui demandait justement à Daemon de ne pas faire d'elle un monstre. Je l'ai dit tout à l'heure, elle n'a besoin de personne pour en devenir un, mais le fait que Daemon et son armée tuent aussi des enfants et des civils à Chutebourg, ça va très certainement accélérer le processus pour la population. Dans toute cette bataille de Chutebourg, on sent bien que la carte maîtresse des 2 côtés, c'est Ulf le Blanc, celui dont on sait qu'il va trahir, comme on l'a vu dans l'épisode 7, mais il est introuvable aussi bien par Daemon que par Ormund. En effet, juste avant ça, Ulf a été vu boire comme un trou et se vanter à la taverne, comme on l'avait déjà vu faire précédemment à Port-Réal. Si Ulf est si important, c'est parce qu'il est dragonnier de Silverwing, aile d'argent qu'on voit d'ailleurs dans un plan où elle regarde Chutebourg puis l'armée de Daemon, ce qui montre bien le choix qui s'offre à Ulf, brûler les noirs ou brûler les verts. Et ce qui est rigolo, c'est que les 2 camps comptent en tout cas sur son soutien, et là où la série détourne nos attentes, c'est que Ulf brûlera les 2, tout simplement. Car après avoir retrouvé Ulf en train de pioncer sur les latrines, Ormund se met à le battre face à des regards indiscrets, exactement comme Daemon le faisait précédemment, et pour Ulf, on le voit dans son regard, c'est l'humiliation de trop. C'est bien que lorsqu'il prend son envol avec Silverwing, il s'attaque à l'armée de Daemon, oui, mais aussi à Chutebourg après avoir brûlé vif Ormund Hightower. Vous aurez sans doute noté comme moi que le Dracarys d'Ulf a un accent très anglais, sans rouler les R, ce qui indique bien qu'on lui a appris des rudiments de valyrien pour contrôler sa dragonne, mais qu'il est loin de maîtriser la langue comme une Rhaenyra par exemple. À partir de la trahison d'Ulf, la bataille de Chutebourg devient particulièrement chaotique, et c'est au travers des yeux de Daemon qu'on le voit le mieux. Je le disais tout à l'heure, Daemon a à nouveau l'occasion d'être un guerrier dans cette séquence. On le sent dans son élément à haranguer ses troupes au combat et diriger la bataille, mais ce n'est pas suffisant pour lui, il se jette au combat à corps perdu, et si face au guerrier Hightower c'est suffisant, il tombe littéralement face à un mur lorsqu'il doit combattre Jon Roxton le Hardy. Ici, c'est la première fois qu'on voit Daemon véritablement en difficulté, l'épée à la main depuis son duel perdu de justesse face à Criston Cole dans l'épisode 1 de la saison 1. Jon Roxton, armé de son épée en acier valyrien, faiseuse d'orphelins, ne retient pas ses coups et domine physiquement Daemon, aussi bien à l'épée qu'avec ses poings, et il faut le chaos créé par la trahison d'Ulf pour sauver la peau de Daemon, mais le prince Targaryen aurait sans doute couru à sa perte si Corlys n'avait pas sonné le rappel. La bataille de Chutebourg s'achève sans véritable vainqueur, car les Hightower ont perdu leur général Ormund, et ont subi de lourdes pertes, comme l'armée des Noirs, qui en plus ont perdu le soutien d'un dragonnier et de Silverwing. D'ailleurs, je sais pas trop quoi penser de ce plan où on voit Daemon sur Caraxès poursuivre Silverwing avant d'être eux-mêmes suivis par Vermithor. On l'a vu précédemment, Vermithor est proche d'Aile d'Argent, donc est-ce qu'il faut s'imaginer qu'il va défendre Silverwing? On sait que Hugues Marteau n'est pas sur son dragon puisqu'il est à terre en train de trouver le cadavre de sa femme Kat, mais je me demande ce qui se passe dans les airs entre ces 3 dragons. Au global, je suis très satisfait par cet épisode final qui conclut bien les thématiques de la saison 3 et qui ouvre beaucoup de pistes pour la saison 4. J'ai été frappé notamment par le rythme auquel cet épisode 8 abattait ses cartes. J'ai presque eu le sentiment de vivre une espèce de chute libre ou une fuite en avant impossible à arrêter. On en est arrivé à ce stade de House of Dragon où les événements dépassent presque les protagonistes qui suivent leur trajectoire tracée pour eux dans les épisodes précédents.
C'est très vrai pour Rhaenyra par exemple, dans cet épisode qui achève une transition particulièrement difficile vers une reine cruelle qu'elle aurait elle-même reniée au début de la saison. Alors il y a eu beaucoup de changements dans cet épisode par rapport au livre, j'en parlerai tout à l'heure, mais je suis d'une manière générale assez content de ce qui a été proposé dans ce final. Un jour, il faudra qu'on dresse les tops et les flops de cette saison 3, mais j'ai déjà beaucoup parlé, donc je ferai ça dans une autre vidéo, donc abonnez-vous pour ne pas la rater. Je vous laisse me dire en tout cas ce que vous avez pensé de ce final de la saison 3 et de la saison au global, aussi bien ce que vous avez aimé que pas aimé, ça m'intéresse toujours évidemment. Avant de parler des nombreuses références dans cet épisode 8 à l'univers du Trône de Fer, je vous rappelle que si vous appréciez l'univers du Trône de Fer, de House of Dragon et de Game of Thrones, vous êtes exactement au bon endroit. Vous retrouverez prochainement sur la chaîne des vidéos d'actu sur Night of the Seven Kingdoms saison 2, mais aussi sur le spin-off en film, La Conquête d'Aegon, mais aussi des vidéos sur le lore de Westeros, alors n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. On est bientôt 30 000 sur cette chaîne, ça me ferait super plaisir que vous souteniez l'aventure et que vous me rejoigniez en cliquant simplement sur s'abonner, c'est gratuit et ça me fera plaisir. Qui dit nouvel épisode dit également de nombreuses nouvelles références à l'univers du Trône de Fer, je vous propose d'en faire un listing des plus importantes dès maintenant. Je vais faire vite sur les références de l'épisode 8 parce que j'ai parlé de certaines dans l'analyse un petit peu plus tôt dans la vidéo, et il y en a beaucoup que j'ai aussi déjà traité dans les analyses des épisodes précédents, donc je vais pas trop me répéter évidemment. Dans cet épisode 8, on parle à plusieurs reprises du sang de l'antique Valyria. On fait référence ici à la cité de Valyria, dont sont originaires les Targaryens, qui ont échappé au fléau de la péninsule grâce à Daenys la Rêveuse, dont je vous avais déjà parlé dans mes analyses de la saison. Il se trouve que le sang valyrien coule dans les veines des Targaryens, mais aussi des Velaryons et des Celtigars, deux familles qui d'ailleurs étaient déjà présentes à Westeros avant même l'arrivée des Targaryens. Quand elle s'en prend à Baela pour lui avoir répondu, Rhaenyra finit par se calmer, expliquant que c'est normal que Baela soit insolente car l'insolence coule dans ses veines. On peut s'imaginer que c'est parce que les Targaryens seraient insolents de génération en génération, mais en réalité, je pense surtout que c'est en référence à son père Daemon, qui lui, pour le coup, est tellement insolent qu'on le surnomme le prince rebelle. À Chutebourg, avant la bataille, on voit Daeron regarder son armée au balcon et c'est assez discret, mais je crois qu'on le voit se triturer les doigts, ce qui me fait penser à sa mère, Alicent Hightower, qui montre régulièrement ce trait de nervosité dans la série, une nouvelle proximité entre les deux personnages, même s'ils n'ont jamais partagé de scène dans la série. À Chutebourg encore, on voit que Ulf semble avoir changé d'armure, ici on reconnaît l'acier et le galbe assez arrondi, typique des armures Hightower, ce qui n'est pas tout à fait surprenant étant donné que Ulf est censé avoir signé un pacte avec Ormund, et le mot important dans cette phrase c'est censé, n'est-ce pas Ulf? Dans l'épisode 8, on apprend à Mysaria qu'elle quitte le service de Rhaenyra et qu'elle doit partir pour Pentos, c'est une des 9 cités libres sur la côte ouest d'Essos, on a déjà eu l'occasion de voir la ville dans la saison 1, car c'est là qu'ont un temps habité Daemon, Laena et leurs 2 filles, accueillies par le prince de Pentos. Mysaria doit d'ailleurs voyager sur un navire nommé le Baiser de la Sirène, ou The Mermaid's Kiss, et il se trouve que ce navire appartient à une certaine Marilda de Karen, dont je vous ai déjà parlé car il s'agit de la mère d'Aline et d'Adan de Karen, une charpentière qu'on surnommait aussi Souris. Je savais que j'avais déjà lu ce nom quelque part, le clin d'œil est discret mais c'est cool de l'entendre. À Harrenhal, Aemond entend la dernière conversation qu'il a eue avec Aegon lorsqu'il était alité et qu'il lui demandait de quoi il se souvenait de la bataille de Repos des Freux et surtout de la façon dont il avait été blessé. Tout ça fait référence à ce qui s'est passé durant la saison 2. Toujours à Harrenhal, Alice nous parle de son histoire avec le château et on comprend qu'elle était vivante au moment de la chute de Harrenhal face à Aegon le Conquérant et son dragon Balerion qui a incendié le château et éteint la lignée de Harren Chenu, dit Harren le Noir. On apprend qu'Alice a été privée de son titre et de son château, ce qui implique donc qu'elle était la femme d'Harren le Noir. On ne sait pas qui était la femme de Harren Chenu dans les livres, mais pour rappel, Harren est le dernier roi des îles de Fer et du Conflant, avant la conquête d'Aegon donc, c'est lui qui a achevé la construction du château de Harrenhal, et lorsqu'Aegon le Conquérant a demandé sa reddition, il s'est caché derrière les murs de son château qui ont fondu face au feu dragon de Balerion. À Chutebourg, Daemon dit que la bataille sera terminée quand la tête de Daeron et d'Ormund seront plantées au bout de pique sur la porte du roi, c'est la porte la plus au sud des 7 portes qui entourent la ville. Chutebourg étant située au sud de Port-Réal, il est logique que ça soit celle-ci qu'empruntera l'armée de Daemon pour rentrer.
Durant son conseil de guerre, Daemon nomme pour la première fois un chevalier, il parle de Sir Garibald, qui n'est autre que Sir Garibald Gris, un chevalier de la maison Gris du Conflans. Dans les livres, il participe à la bataille de la Berge du Lac, aussi appelée la Curée des Poissons. Vous ne l'avez pas vu dans la série, mais si ça vous intéresse, j'ai lu l'extrait dédié à la bataille dans Feu et Sang aux abonnés soutiens, alors n'hésitez pas à les rejoindre. Avant la bataille, Corlys explique que certaines maisons se rappellent du précédent du Grand Conseil, une femme ne peut régner. Ici, il fait référence au Grand Conseil de 101 qu'on a vu au tout début de la saison 1 de House of Dragon. Le roi Jaehaerys avait demandé au seigneur de Westeros de trancher sur sa succession entre Rhaenys Targaryen et Viserys. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans le bouquin, j'en ai fait toute une vidéo dessus d'ailleurs, mais le résultat était écrasant et donnait Viserys comme héritier, d'où le précédent qu'une femme ne peut régner sur Westeros. Enfin, durant la bataille, quand Jon Roxton fait face à Daemon, il l'appelle tueur d'enfants ou Babe Killer. C'est une référence au fait que Daemon a commandité l'assassinat du prince Jaehaerys au début de la saison 2 de House of Dragon. C'est d'ailleurs assez fort de café quand on sait que Hormoon, sous les yeux de Jon Roxton, a placé des enfants directement devant les épées et les haches de l'armée de Daemon. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité là-dessus, mais bon, passons. Avant de parler des différences entre cet épisode 8 et Feu et Sang de George R.R. Martin, je voulais vous rappeler que les abonnés soutiens reçoivent mes vidéos en avant-première, mais aussi des contenus exclusifs. Comme des réactions nostalgiques, en ce moment on se fait la saison 1 de Rome sur HBO, et des lectures de Feu et Sang. Si c'est le genre de choses qui peuvent vous intéresser, rejoignez la chaîne YouTube, ma page Ulule ou bien Ko-fi, et faites partie des vrais dragons qui soutiennent la chaîne. Un grand merci à eux. Cet épisode 8, vous l'imaginez bien, marque à nouveau de nombreuses différences avec le livre qu'il adapte Feu et Sang de George R.R. Martin. Je vous propose de vous en lister les plus importantes dès maintenant. La bataille de Chute-Bourg en tant que telle est très différente dans la série de celle du livre, comme il fallait s'y attendre. Déjà, il faut rappeler qu'à la base, ce sont les Noirs qui détiennent la ville, et pas les Verts qui les assiègent d'abord. Ensuite, Daemon ne participe jamais à la bataille dans Feu et Sang, ce qui fait que tout ce qui se déroule avec lui n'a pas lieu dans le livre non plus. Il faut aussi préciser que la trahison n'a pas lieu comme vu dans cet épisode 8. Cher lecteur, je ne vais pas évoquer ici la plus grosse différence avec le livre, mais j'en parlerai dans la section spoiler car j'imagine que ça finira par arriver dans la saison 4. Je ne veux juste pas spoiler les néophytes ici. Comme je vous le disais la semaine dernière, on n'annonce pas la trahison d'Ulf au préalable avec une scène entre lui et Hormund. Ensuite, c'est l'armée du Conflans qui subit le gros de cette trahison, et pas absolument tout le monde. D'ailleurs, il faut mentionner aussi qu'Hormund n'organise pas non plus sa défense avec des boucliers humains et encore moins des enfants. De plus, Corlys n'a jamais été capturé et emmené à Chute-Bourg, donc il n'est pas non plus présent pour tenter de négocier avec Gwaine Hightower, qui est d'ailleurs mort à ce moment-là dans le livre. Ailleurs dans l'épisode, il y a aussi beaucoup de différences. À Port-Réal, par exemple, Rhaenyra ne renvoie pas Mysaria et elle fait encore moins tuer le Grand Septon pour obtenir une pseudo-légitimité. De même, elle ne prononce pas de discours face au peuple ni n'évoque la chanson de la glace et du feu, et elle ne revêt pas non plus d'armure, comme c'est le cas dans la série. Du côté d'Elaena, elle meurt bien en se jetant du haut du donjon rouge, mais la raison n'est pas tout à fait la même. Dans le livre, c'est la mort absolument horrible de son fils, le jeune Maelor, âgé de 3 ans, et littéralement déchiqueté par le peuple. En apprenant la mort de son dernier fils, Elaena sombrait alors dans la folie et finissait par se suicider. C'est d'ailleurs un des points que reprochait beaucoup George R.R. Martin à la série, quand il critiquait la saison 2. Je vous renvoie à ma vidéo sur ce sujet si vous voulez en savoir plus. Enfin, il y a aussi des différences à Harrenhal, car il n'y a pas de scène entre Aegon et Aemond dans le livre à Harrenhal, et il n'y a pas non plus d'informations sur le passif d'Alice Rivers, qui reste extrêmement mystérieuse dans Feu et Sang. Tous les ajouts de la série à son sujet sont bienvenus, et plutôt intéressants certes, mais ils sont de pures inventions de la part de House of Dragon. Enfin, je voulais dédier une courte section spoiler aux lecteurs de Feu et Sang pour évoquer des thématiques qui me semblent très intéressantes, qui sont issues de cet épisode 8. Alors si vous n'avez pas lu le livre, sachez que la suite de la vidéo va spoiler, donc attention spoiler, si vous me quittez là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes futures vidéos. Bon, j'en ai pas parlé tout à l'heure dans la section sans spoiler, mais la plus grosse différence entre cet épisode 8 et Feu et Sang, c'est qu'il n'y a que Ulf qui trahit, sans Hugh Marteau, et ça j'imagine que ça vous a certainement choqué. Surtout que tout était plutôt bien engagé pour que Hugh aussi trahisse. Je trouve personnellement que ça lui enlève pas mal de son arc dans la saison 3, surtout qu'il était assez peu exploité cette saison. Là encore, je pense que c'est une manière pour les scénaristes de jouer avec nos attentes et de nous mettre en scène la trahison de Hugh un peu plus tard dans la saison 4 dans un contexte différent, j'ignore lequel cependant.
car je ne sais pas si la série compte mettre en scène la seconde bataille de Chutebourg, ou bien faire ça autrement, mais il reste beaucoup de choses à faire ici, entre la trahison d'Hugh, comme je le disais, mais aussi tout ce qui doit arriver à Daeron, Tessarion, Silverwing, Vermithor, Hugh et Ulf évidemment, sans oublier Adam et Fumée des Mers, mais je me demande s'ils vont pas faire ça différemment pour peut-être éviter le côté redite d'avoir une deuxième bataille au même endroit. Bref, je suis pas certain car ils aiment tellement changer des trucs que si ça se trouve ils vont même tout simplement effacer la deuxième bataille de Chutebourg pour décaler le souci ailleurs. Toujours à Chutebourg, je sais pas vous, mais le fait que Corlys s'érige en voie de la paix et de la négociation m'a tout de suite fait penser au Corlys de l'heure du loup, le moment où il faudra apaiser à nouveau le royaume après un conflit si meurtrier que la danse des dragons. Quant à Mysaria, je me demande si ce n'est pas elle, au final, qui va devenir le substitut au berger de Feu et Sang. En vrai, toutes les semaines, je m'imagine un nouveau remplaçant au berger du livre. Dans l'épisode 3, j'ai pensé au Grand Septon, dans l'épisode 7, j'ai pensé à Sylvie, et maintenant que Mysaria a été virée comme une malpropre dans l'épisode 8, je m'imagine que ce sera elle qui viendra intriguer pour faire tomber Rhaenyra via les émeutes de Port-Réal, et quelque part, ça aurait du sens, parce que c'est en partie Mysaria qui a aidé à la faire monter sur le trône, et elle ne doit sans doute pas être une grande fan de ce qui est en train de devenir Rhaenyra, donc pourquoi pas la mener à sa perte pour réparer son erreur. Je vois bien ça comme trajectoire globale pour Mysaria sur les 4 saisons en fait. Enfin, je terminerai par évoquer le fait que la saison 3 n'a pas mentionné une seule fois les prénoms de Viserys et Daegon, les fils de Rhaenyra et de Daemon. Je vous avoue que ça me gêne un peu parce que je crains que les néophytes vont tout simplement les oublier alors qu'ils ont, vous le savez, un rôle très important à jouer dans la conclusion de la Danse des Dragons. À force de les invisibiliser aussi bien au gosier et dans les paroles des protagonistes, j'ai peur que la série finisse par les faire oublier chez les spectateurs qui vont trouver bizarre qu'on les ramène d'un coup en saison 4. Avant de nous quitter, dites-moi quelle est la scène que vous avez préférée dans cet épisode 8 de la saison 3, et globalement, quel est votre avis sur cette troisième saison de House of Dragon? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Qu'est-ce que vous avez détesté, évidemment? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça pourra m'inspirer pour ma future vidéo top et flop, que je vous réserve très prochainement sur cette chaîne, ainsi qu'une vidéo très prochainement sur la saison 4 de House of Dragon, mais avant ça, évidemment, je vous laisse avec cette vidéo si vous voulez perpétuer votre visionnage en ma compagnie, ça me fera plaisir, à très bientôt tout le monde, salut à tous.